Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau webinaire qui vous est proposé par le CK autour de la sécurisation du circuit du médicament dans les établissements médico-sociaux. Nous avons le plaisir aujourd'hui de réaliser donc ce webinaire avec la participation de l'Omedit qu'on remercie. On va tous se présenter de toute façon et voilà. Hop, j'ai juste un petit souci technique. On y arrive. Voilà, pour bien vous voir l'écran. On va y arriver. C'est un petit peu bizarre. Bref, on va y arriver. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Véronique Garcia, chef de projet et responsable gestion des risques au CK. J'ai le plaisir aujourd'hui donc d'animer ce webinaire prévu financé dans le cadre du CEPOM ARS-CK 2023-2027. Donc, au niveau du CK, je suis accompagnée de Martine, que je vais laisser se présenter. Ok, moi je suis aussi chef de projet au CK depuis un peu plus de 5 ans. Voilà. Et puis donc, je vous disais, on a le plaisir d'être accompagné aujourd'hui du docteur Myriam Roudot, de l'Omedit Nouvelle-Aquitaine, Guadeloupe, Guyane. Je vais laisser se présenter également. Oui, Myriam Roudot, coordonnateur du coup adjoint de l'Omedit. Très bien, donc je vais peut-être juste dire voilà, au niveau technique et organisationnel. Donc sachez que tout ce qui va être dit et qui est déjà en train d'être dit sera disponible en replay en principe dès cet après-midi, sinon plus tard demain. Donc vous recevrez un lien qui sera visionnable par qui que ce soit. Vous êtes environ 130 à nous écouter et on est content de ce succès entre guillemets, sachant qu'on est sur un sujet qui intéresse beaucoup de monde, particulièrement depuis la parution du nouveau dispositif d'évaluation, mais pas que. Sachez que vous avez déjà, pour un certain nombre d'entre vous, posé des questions en amont d'aujourd'hui et donc on y répondra et ça fera l'objet d'une diapo en fin de présentation, mais vous pouvez aussi poser des questions pendant la séance donc, et c'est moi qui les donnerai à l'oral pendant cette présentation. Et enfin, déjà sur votre écran, vous avez la possibilité d'accéder au PowerPoint qui va être diffusé et donc d'enregistrer ce PowerPoint. Donc vous avez un replay et un support d'ores et déjà à disposition. Voilà, donc, on est parti. Véronique va vous présenter qui on est au CK. Alors, si vous ne nous connaissez pas, on vous rappelle qu'on est la structure régionale d'appui à la qualité et la sécurité des soins pour la région Nouvelle-Aquitaine. On est une équipe pluridisciplinaire d'une douzaine de personnes. On intervient donc aussi bien au niveau des établissements sanitaires que médico-sociaux, aussi bien les établissements adhérents que non adhérents. À ce jour, vous voyez, on a un petit peu moins de 270 adhérents et donc on intervient sur le champ, comme on disait, de la qualité et de la sécurité des soins. Et je n'en dirai pas plus parce que je suis sûre que vous me connaissez déjà. Je passe la parole à Myriam pour qu'elle vous présente l'Omedit. Alors l'Omedit, oui, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est l'Observatoire du médicament, des dispositifs médicaux et de l'innovation thérapeutique. Donc on est comme le CK, une structure régionale d'appui sur les produits de santé auprès de l'ARS. Donc nous on fait partie, on est un Omedit interrégional puisqu'on travaille aussi pour la Guadeloupe et la Guyane. Et on a des missions, donc nos missions sont mises en œuvre sur le parcours de soins et on a des missions sur qualité, sécurité, efficience des produits de santé. Diapo suivante. Ah, désolée, voilà. Juste, voilà, on a aussi bien des missions, voilà, qualité, sécurité, efficience. On a un décret qui assoit l'ensemble de nos missions et on travaille, on collabore notamment avec le CK dans le cadre du réseau régional de vigilance et d'appui. Et on contribue à tout ce qui est sécurisation du circuit du médicament et on travaille avec, notamment, on a des groupes de travaux et mise à disposition de formations, d'informations et d'outils avec la spécificité en Nouvelle-Aquitaine. Donc, vous avez sûrement déjà pu rencontrer notre équipe de promotion de la vaccination, notamment pour les établissements, pour les EHPAD. Diapo suivante. Donc, en introduction, voilà, on voulait vous rappeler, hein, vous le connaissez sûrement mieux que nous, le circuit du médicament en établissement de santé médico-sociaux. Alors, il est très complexe avec des interactions
très importante, avec bien sûr au centre la personne accompagnée et avec une diversité de personnes accompagnées du plus jeune âge aux personnes âgées, avec une multiplicité des acteurs, aussi bien dans le cadre de la structure et avec beaucoup de liens, que ce soit avec les établissements de santé, et on reverra tous les risques de rupture, ou en lien aussi avec bien sûr le domicile de patients et les professionnels libéraux qui ont un impact, qui ont une action très très importante dans ces structures, donc avec un risque bien sûr accru en lien avec toutes ces interfaces et cette multiplicité d'acteurs et de prise en charge de survenue d'erreurs médicamenteuses notamment. Donc ce circuit, il est complexe, il est lié notamment au circuit de la prise en charge médicamenteuse. Je viens de l'expliquer par rapport à la multiplicité des intervenants. Et après, lorsqu'on rentre plus spécifiquement sur la prise en charge médicamenteuse, il y a des risques au niveau du stockage du médicament, tout ce qui est lié aux bonnes pratiques des doses administrées, les risques, on le voit lors de la préparation de déblystérisation, on ne reconnaît plus le médicament. Il y a tout le volet aussi interopérabilité des logiciels, les logiciels qui sont pas forcément accessibles par les prescripteurs de ville, etc. Au niveau avec toutes les interopérabilités avec le pharmacien d'officine et d'administration. Donc c'est vrai que ces interopérabilités aussi génèrent des risques. Les risques liés bien sûr aux règles d'administration, à l'aide à la prise, on va échanger dessus, la gestion de l'autonomie du patient qui peut évoluer, et enfin tout ce qui est lié à la gestion des patients qui ont des troubles de la déglutition et l'écrasabilité des médicaments. C'est juste on va passer très vite sur cette diapo, mais on trouvait important de vous donner quelques chiffres, notamment par rapport à la prise en charge médicamenteuse. Donc sur la personne âgée, donc là la diapo précédente présentait plutôt les risques liés à l'organisation au circuit, mais il y a aussi des risques liés au médicament lui-même et en EHPAD à la personne âgée elle-même. Donc en France, en 2019, il y avait la prévalence des prescriptions inappropriées était de 39,6%, notamment en lien avec la prescription de benzodiazépines à demi-vie longue, d'antihistaminiques ou d'AINS à des posologies qui n'étaient pas conformes. En 2018, on avait travaillé sur une étude donc vraiment localisée dans le cadre de PAERPA Bordeaux, et en moyenne en EHPAD, il y avait 6,4 médicaments par résident sur Bordeaux, ce qui est un petit peu inférieur à ce qui peut être retrouvé par ailleurs, et à l'époque on avait retrouvé 5% de médicaments inappropriés, et en 2017 il y avait 7,4% des résidents en EHPAD sans PUI en Nouvelle-Aquitaine qui avaient plus de 10 lignes de traitement, notamment psychotropes, hypnotiques et benzodiazépines à demi-vie. Donc là on est plus sur la pertinence, mais c'est un volet important de la iatrogénie et du risque d'erreur médicamenteuse. Donc, on vient justement sur les erreurs médicamenteuses. Là, c'est un focus sur vraiment les événements indésirables graves liés aux soins. Donc, ces données sont issues du rapport public de la HAS en 2020 sur les erreurs associées aux produits de santé, qui avait la particularité, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait vraiment des données spécifiques au médico-social. Donc, pour ces EIGS, il y a autant d'hommes que de femmes qui sont chez qui il peut survenir des événements indésirables graves, mais plus de la moitié surviennent chez des patients ou résidents de plus de 60 ans. Et 58% se déroulent sur une période de vulnérabilité, la nuit, le week-end, les jours fériés. C'est vrai que ça fait partie des messages clés. Et sur tous les EIGS qui ont été déclarés, il y a 16% des EIGS qui sont déclarés par des structures médico-sociales. Donc, à ce stade, sur ces 16%, 70% pour les EHPAD. Donc là, c'est vrai qu'on est encore sur une promotion de la déclaration du signalement, une caractérisation de ces événements indésirables graves. Donc je sais que le CK a travaillé sur ce déploiement de la culture de sécurité et la promotion du signalement. Donc là, les données qui sont présentées, c'est vraiment celles qui sont spécifiques aux établissements médico-sociaux. Donc 53% des EIGS étaient des erreurs de patients, donc des problèmes d'identité-vigilance essentiellement à l'administration, 25% des erreurs de dose et 22% des erreurs de médicaments.
Quelques exemples de facteurs contributifs à la survenue de ces événements indésirables, l'absence de réévaluation. On est encore sur les prescriptions orales ou les retranscriptions, les erreurs de substitution. Il y a un volet, tout ce qui est préparation, donc tout ce qui est lié à l'erreur de calcul lors de la préparation des solutions, notamment des préparations injectables. Il y a le volet, bien sûr, dispositifs médicaux. Erreur par mauvaise utilisation de dispositifs médicaux, c'est essentiellement les pousse-seringues. Absence de double contrôle et non-respect des bonnes pratiques de stockage qui peuvent être à l'origine, bien sûr, d'erreurs médicamenteuses. Le chiffre clé, c'est que plus de la moitié des événements indésirables seraient évitables en 2020. Sujet absolument clé. Ouais, on est sur un sujet clé, on est bien d'accord, hein, bien sûr. Et pas, mais pas que. Ouais. D'accord. Eh bien, moi, je vais vous donner une petite illustration de tout cela, très pratico-pratique, malheureusement, j'ai envie de dire. Donc, il s'agit d'un cas réel, dont l'analyse a été accompagnée par la mission IGES du CK, donc un cas qui est survenu dans un EHPAD. Donc, vous avez son résumé à l'écran. Donc, un résident de 82 ans qui reçoit par erreur le traitement d'un autre résident. Et lors de la distribution des médicaments accompagnant le petit déjeuner, l'aide-soignante réalise tout de suite l'événement indésirable et avertit aussitôt sa collègue infirmière. Le médecin est contacté très rapidement et il indique la surveillance adaptée suite à cette erreur d'administration. Donc là, en gros, c'est une surveillance de la vigilance et de la tension artérielle. Donc, en raison de l'administration dans les médicaments qui composaient ce traitement, il y avait notamment un inhibiteur de l'enzyme de conversion et un bêta-bloquant. La surveillance ne détecte pas d'effet hypotenseur en première partie de journée. Cependant, vers 17h30, le résident va commencer à présenter une fluctuation de la vigilance et une tension artérielle systolique d'environ 60 mm. Le médecin est joint alors par téléphone. À partir de 17h, il n'est plus sur le site. Voilà, je pense que ça évoque des choses dans vos établissements. Il entend 10 à la place de 6 et indique qu'il va venir examiner le résident. Lors de son passage à 18h30, il va constater l'hypotension mesurée effectivement à 6. On est 6 sur 3, donc, et non pas 10 du tout. Il organise alors le transfert du résident aux urgences du CH voisin, du centre hospitalier voisin. L'épouse du résident est contactée et informée de l'événement indésirable et de l'hospitalisation. Malheureusement, le lendemain, le médecin est averti par le centre hospitalier du décès du patient, du résident. Donc, dans les causes qui ont été identifiées, dans les facteurs contributifs qui ont été identifiés à la survenue de cet événement, donc effectivement, là, vous savez, on utilise la grille alarme, classiquement, pour réaliser les analyses de ces événements. Donc, vous voyez, on a retrouvé des facteurs contributifs dans chacune des 7 catégories de facteurs qu'on examine lorsqu'on fait ces analyses. Donc, effectivement, des facteurs liés aux patients, des facteurs liés aux professionnels. Donc, vous voyez, j'ai mis en rose tous les facteurs qui étaient directement en lien avec la prise en charge médicamenteuse et je ne vais pas rentrer dans le détail, vous allez retrouver tout cela dans la présentation. Vous voyez, il y a quand même un certain nombre de facteurs qui font écho à ce que nous a expliqué le docteur Goudel juste avant. Ce sont des facteurs malheureusement qui reviennent de manière récurrente, comme le non-respect des bonnes pratiques lors de la distribution des médicaments, mais je crois qu'on va y revenir parce qu'il y a un certain nombre de questions à ce sujet qui nous ont été posées en amont de ce webinaire. Et je suis sûre qu'il y en a encore plein qui vont être posés lors de cette présentation. Et puis on retrouve aussi, alors ça c'est un fléau, j'ai envie de dire, c'est les interruptions de tâches. Et notamment les interruptions itératives lors de la distribution des médicaments, mais pas que. Ça peut aussi intervenir lors de la préparation, mais je suis sûre qu'on va en reparler. Donc là, c'était un exemple concret qui montre que ça peut effectivement arriver plus vite que ce qu'on pensait. Moi, mon idée ici, dans cette présentation, c'est de faire un focus sur le référentiel HAS tel qu'il a été publié l'année dernière, avec différents critères, puisque vous allez voir qu'il n'y en a pas moins de 4 qui tournent autour du circuit des médicaments et de sa sécurisation. Alors, si on veut commencer par le critère qui est impératif, alors je rappelle juste, dans un nouveau référentiel, vous avez des critères qui sont standards, c'est-à-dire pour lesquels vous avez une échelle qui va de 1 à 4 plus une étoile, pour là où ça se passerait très bien. Puis vous avez des critères
impératifs pour lesquels il vous est demandé d'obtenir une cotation à minima de 4, c'est-à-dire tout à fait satisfaisant. Et si ce n'était pas le cas, donc si vous avez une cotation de 3, 2, voire 1, à ce moment-là, ça veut dire que votre structure devrait produire un plan d'action et le remettre aux autorités de tarification et de contrôle, sachant que ce n'est pas donc anodin, un critère impératif, si vous avez une remarque négative, déjà l'évaluateur devra s'enquérir de savoir si vous avez repéré le problème, si vous avez déjà fait certaines choses, si vous avez communiqué, c'est ça, sur le sujet. Voilà, ça c'est la petite parenthèse sur qu'est-ce que c'est un critère impératif. Donc ça c'est celui-ci, on l'a souris en rouge, le 3.6.2, et qu'est-ce qu'il nous dit? Eh bien que les professionnels doivent respecter la sécurisation du circuit du médicament. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la sécurisation du circuit du médicament? C'est tout l'objet des diapos qu'on va voir après. Donc, vous allez voir que pour chaque étape, en fait, il y a un certain nombre de règles qui prévalent, mais aussi certaines choses qui ne sont pas dites et pour lesquelles on viendra sous forme plutôt de conseils en disant justement pour chaque étape comment est-ce qu'on peut sécuriser. À ce stade-ci, ce que vous remarquez, c'est que le champ d'application est le médico-social, autrement dit, sont exclus de ces d'appliquer ce critère-là, les structures qui n'auraient pas de partie médicale, c'est-à-dire qui n'auraient pas de soignants dans leur corps professionnel. Alors, pour arriver, j'ai envie de dire, à respecter celui-là, il y a donc des prérequis qui sont en fait les autres critères qu'on a mis sur la gauche. C'est tout d'abord que la structure elle-même ait défini une stratégie de gestion du risque médicamenteux et s'assure de sa mise en œuvre. Alors, une stratégie, ça peut être, une politique, c'est beaucoup dire, mais une stratégie, c'est donc déjà d'avoir identifié les risques. Et là aussi, cette présentation, elle va vous donner les différentes étapes. Et j'allais dire à vous de voir sur chaque étape si vous avez véritablement un risque qui est présent chez vous. De mon point de vue, vous avez deux types de risques à bien envisager. D'une part, et ils sont bien repérés dans le référentiel, il y a les risques liés à la personne accompagnée, c'est-à-dire qu'il vous est demandé de vérifier individuellement si la personne a des risques de chute, des risques de dénutrition, des risques liés à sa vie sexuelle ou aux addictions, voilà, et à sa santé en général. Donc ça, c'est des risques que vous allez repérer dans le projet individuel et que vous allez pouvoir juguler ou traiter de façon, dans son projet en fait, hein, d'accord? Donc ça, c'est le premier type de risque. L'autre type de risque, c'est des choses beaucoup plus liées à la vie institutionnelle et à l'organisation de la structure elle-même. Et donc, il appartient d'avoir un écrit de la part de la structure qui va repérer encore une fois ces différents risques et dire comment ils peuvent être mitigés. Le critère 3.6.3, là, on arrive sur quelque chose qui concerne beaucoup plus les professionnels directement. Donc, issu de cette stratégie, vous allez avoir le fait que les professionnels accompagnent les personnes accompagnées. Alors, je suis désolée pour les répétitions de langage, mais voilà, les personnes dans la continuité de leur prise en charge médicamenteuse. Autrement dit, l'idée c'est on ne laisse pas les personnes avec une prescription seule, bien entendu, on est là, les professionnels sont là pour faire en sorte que ça se passe bien et qu'en définitive le traitement soit bien administré au bon moment, à la bonne personne, avec la bonne dose et que ça contribue à une prise en charge globale et le médicament en fait partie. Le critère 3.6.4, eh bien là, j'attire votre attention sur le fait qu'il s'applique à tout le monde, y compris au social, ce qui peut paraître de prime abord un petit peu bizarre. Et là, donc, ça veut dire que toutes les structures, qu'elles aient de l'hébergement ou pas, qu'elles soient sociales ou médico-sociales, eh bien là, on nous dit que les professionnels doivent alerter en cas de risque lié à la prise en charge médicamenteuse, dont la iatrogénie. Alors, j'ai un peu réfléchi, parce que je vous dis en première intention, moi je trouvais ça un peu curieux d'impliquer les professionnels dans des risques alors que les personnes peuvent être à domicile ou en tout cas ne sont pas prises en charge dans le cadre d'un hébergement. Eh bien, mon interprétation de la chose, hein, sachant qu'il n'y a pas encore beaucoup d'écrits et qu'on n'est pas sur une science exacte, pour moi, l'interprétation qu'il faut en donner, c'est que les professionnels doivent connaître les traitements des personnes qu'ils accompagnent et être vigilants sur le fait que le traitement est pris en continu et donc devrait être à même de repérer les moments où il y a un lâcher de ce côté-là, avec une mauvaise observance. Et donc, à ce moment-là, c'est plutôt un attendu d'alerte, en fait. On ne vous demande pas d'être ni IDE, ni aide-soignant, mais plutôt d'être dans cette observation, cette vigilance et ce passage d'informations si on repérait. Moi, j'ai pensé
plutôt aux traitements antidépresseurs et autres qui peuvent, on peut observer une décompensation, et bon, à ce moment-là, bah, il faut tirer la date. Voilà. C'est un exemple. Donc tout ça pour vous dire que le médicament, le circuit médicament et sa sécurisation sont bien présents dans le référentiel. Je redis, ça nécessite une stratégie qui soit définie et donc d'avoir identifié les différentes étapes et les risques, de faire en sorte que cette stratégie soit déclinée en pratiques professionnelles et qui devront être observables par les évaluateurs, et enfin que pour tout type de structure, les professionnels soient en alerte et ne se sentent pas, j'allais dire, dessaisis de ce sujet-là, mais au contraire puissent sonner l'alerte auprès des partenaires autour de la personne accompagnée. Voilà ce que j'avais à vous dire sur le lien entre ce référentiel et ce qu'on va voir par la suite. Alors peut-être juste une petite question vraiment d'actualité sur ce critère impératif. Une résidence autonomie est-elle concernée par ce critère impératif? Alors, pour moi, une résidence autonomie n'est pas médicalisée, parce que sinon on serait en EHPAD. Ça, c'est mon interprétation. Alors, ce qu'il faut qu'on fasse, et je vais le faire pendant la suite de la présentation, c'est aller voir dans le manuel, parce que donc à la fin du manuel de l'HAS, vous avez les 63 catégories d'établissements ou de structures qui sont concernées, et je vais regarder si une résidence autonomie est dans la colonne sociale ou médico-sociale. Et je vous indique ça juste tout à l'heure. Merci beaucoup, Martine. On va laisser la parole à Myriam pour la suite de cet exposé. Alors, je vais faire le lien avec ce que disait Martine sur la stratégie, la stratégie globale du coup sur la prise en charge médicamenteuse. Et on voulait, avant de vous détailler les étapes du circuit du médicament et les différents attendus, c'est vrai que le point essentiel, c'est vraiment arriver à mettre en place cette politique de gestion du risque liée aux produits de santé, avec différents éléments qui sont importants. Tout d'abord, la constitution d'une gestion documentaire avec des procédures, une description de l'organisation en lien avec le processus, qui fait quoi, comment, les attendus, la convention avec l'officine pour les établissements qui s'approvisionnent par une officine. Il y a tout aussi le volet formation qui est important, en tout cas à avoir en tête sur les différentes parties du circuit, et à valoriser aussi. L'évaluation dans le cadre de toute politique, de tout processus, l'important de l'évaluation du risque a priori, la réalisation d'audits, la visite d'évaluation en elle-même constitue bien sûr une évaluation, et après tout le volet suivi de cette politique, notamment via le programme d'action, avec une réévaluation régulière de ce programme et une adaptation, bien entendu, le cas échéant, en fonction de vos organisations et de l'évolution de celles-ci. Donc, parmi les questions qui peuvent être posées, en tout cas qui seront investiguées dans le cadre de l'évaluation, de la nouvelle évaluation, il faut que les professionnels connaissent les règles de sécurisation du circuit du médicament, que les professionnels respectent bien entendu ces règles, qu'il y ait vraiment cette gestion documentaire et qu'elle soit régulièrement actualisée. Donc là aussi, même si vous changez rien, c'est important de dater toutes les mises à jour que vous pourrez réaliser. Et lors de cette évaluation, c'est toute observation qui permet de confirmer le respect des règles de sécurisation à chaque étape de la prise en charge. Diapo suivante. Je pense que vous pouvez tout mettre. Du coup, on voulait juste vous reprendre le processus, vous le connaissez par cœur depuis la prescription, la dispensation. Donc c'est ça c'est la description du processus, c'est l'élément, la brique de base pour la gestion et pour l'élaboration de vos protocoles, avec à chaque étape le qui fait quoi, avec cette volonté de continuité de la prise en charge de la prise en charge médicamenteuse, notamment aux interfaces, au lien avec tout ce qui peut être inhérent, les consultations chez un spécialiste, etc., avec une vision de réévaluation en tête, une réévaluation régulière des traitements en fonction de l'état des personnes accompagnées. Diapo suivante. Donc là, on va partir, c'est quelques diapos sur les attendus en lien avec le nouveau manuel. Donc dans les éléments clés, c'est bien sûr le libre choix du médecin traitant.
avec la spécificité des EHPAD, le cas échéant en EHPAD en situation d'urgence, la prescription possible par le médecin coordonnateur. Là, c'est en l'état, est-ce que les textes sont actuels, hein, bien entendu. Le médecin traitant, qui peut prescrire médecin traitant, mais tout autre aussi médecin spécialiste et autres professionnels, hein, bien sûr, selon les compétences, avec un objectif cible, et je sais que c'est encore un objectif à atteindre, c'est l'intégration au dossier médical de toutes les prescriptions pour avoir cette vision unique et cette liste exhaustive de tous les traitements que prend le patient. Des prérequis par rapport à la prescription, c'est prérequis réglementaires, hein, par rapport à la conformité de la prescription, en identifiant bien le médicament en DCI, en dénomination commune internationale, la posologie, la durée du traitement, les modalités de prise. Lorsque, bien sûr, la prescription doit prendre en compte les données biologiques et les préconisations de bon usage, en l'état actuel des recommandations. Protocoliser aussi les prescriptions si besoin. Là aussi, c'est vraiment une question. Lorsque vous allez inscrire, il faut veiller à ce que les prescriptions si besoin soient bien identifiées avec une durée, une posologie, un délai entre chaque administration et limiter avec une volonté de limitation à si besoin qui est administré tous les jours. Il faut réévaluer la thérapeutique. Donc là aussi, un travail de vigilance par rapport à ces si besoins qui peuvent être faciliter parfois les prescriptions. Renseigner, bien entendu, il faut qu'il y ait un retour vers l'établissement sur tout arrêt ou toute modification de traitement. Lors de l'évaluation, prendre en compte l'évaluation de la capacité de déglutition pour soit trouver une forme galénique adaptée ou, si c'est possible, indiquer, et s'il n'y a pas de forme galénique adaptée, proposer, s'il est autorisé, le broyage du médicament, mais là aussi, ça doit être indiqué. Et traçabilité, on en a parlé tout à l'heure, traçabilité, l'autonomie de la personne accompagnée par rapport à sa prise en charge médicamenteuse. Bien entendu, l'informatisation de la prescription, c'est bien entendu à privilégier, avec aussi également la connaissance du mode dégradé. Il y a des cyberattaques, etc. Il peut y avoir des ruptures de réseau, hein, donc c'est vraiment important de mettre en place, lorsque l'informatisation fonctionne, un fonctionnement en mode dégradé. Réévaluation, on l'a vu, régulière des traitements et un support unique. Là aussi, ça fait partie des points clés. Prescription, administration, et la prescription doit reprendre tous les traitements de toutes les différentes prescriptions s'il y a des prescriptions de spécialistes, et arriver à anticiper les renouvellements des prescriptions, voilà, pour éviter des ruptures de traitement. Ce que j'entends là, Myriam, c'est que, en définitive, quand on parle de prescription, on n'est pas sur une feuille unique où il y aurait une voire deux lignes, mais on est quand même dans quelque chose d'assez complexe, notamment le dossier médical que vous mentionnez qui reprendrait toutes ces prescriptions. On est bien sur le dossier médical idéalement partagé, le DMP. Non, sur le dossier patient, le dossier de la structure, que ce soit de l'EHPAD ou de l'établissement médico-social, qui reprend toutes les prescriptions. Donc, que ce soit le médecin traitant qui arrive, soit qui a accès au logiciel de l'EHPAD pour pouvoir, de la structure pour pouvoir prescrire, et qu'il y ait que les prescriptions de spécialistes puissent être intégrées dans ce logiciel de prescription, pour qu'il y ait vraiment, qu'il n'y ait pas d'un côté une partie informatisée et une autre partie qui est faite de façon manuelle. C'est c'est ce qu'il faut. Il faut tendre bien sûr vers le support unique de prescription. Oui, et à partir du moment où la personne accompagnée est hébergée et donc est résidente, c'est vrai que c'est de la responsabilité de la structure, en définitive, de centraliser tout cela, si je comprends bien, et de garder bien sûr une trace des différentes prescriptions. Ouais. Oui. Ok. D'accord. On va revenir sur cette notion de traçabilité, de l'autonomie par rapport à la prescription. Là, vous le mentionnez comme quelque chose qui peut figurer, c'est une bonne chose sur la prescription. On verra tout à l'heure aussi qu'au niveau de la structure, justement, pour sécuriser davantage, on peut considérer, et nous, c'est ce qu'on allait vous dire avec Véronique, que la structure peut se responsabiliser et donc entreprendre systématiquement une évaluation du degré de l'autonomie de la personne,
une évaluation à l'admission, puis une réévaluation, de façon à vérifier que cognitivement et physiquement, hein, au niveau de la déglutition, la personne est autonome pour prendre son médicament ou pas, ou si la forme est adaptée, ou s'il y a une aide qui est envisagée, une aide à la prise, pardon. Ok, merci beaucoup et pardon pour les interruptions. Non, merci. Sur tout ce qui est volet de dispensation, donc là aussi, hein, il y a le libre choix du pharmacien, avec l'importance du conventionnement avec le ou les pharmaciens d'officine qui peuvent assurer la délivrance des médicaments, hein, que ce soit d'ailleurs, je ne parle pas hein, des pharmacies, il y a des établissements qui disposent de pharmacies à usage intérieur, avec en EHPAD la désignation d'un pharmacien référent, aussi bien pour la convention que pour le pharmacien référent, on attend hein, toujours les textes d'application, notamment par rapport à la convention type. Donc, il n'en existe pas. Donc, je vais faire juste le lien par rapport à cette convention qui va lier la structure avec ou les pharmacies d'officine. Elle est destinée à garantir la qualité, la sécurité de la dispensation, le bon usage des médicaments et le lien donc pour les EHPAD avec le médecin coordonnateur, mais en tout cas le lien avec la structure. Et elle précise cette convention, les modalités d'approvisionnement, de dispensation, de transport, de détention des médicaments et des dispositifs médicaux stériles. Elle est actualisée régulièrement. Donc, il n'en existe pas pour l'instant de convention type. Concernant le rôle, l'acte de dispensation, donc c'est bien sûr une étape d'analyse pharmaceutique avec la mise à disposition en assez réglementaire des informations et conseils nécessaires au bon usage des médicaments. Dans l'idéal, c'est arriver à prendre en compte là aussi toutes les prescriptions de la personne accompagnée, que ce soit du médecin traitant ou des médecins spécialistes, pour pouvoir réaliser une analyse pharmaceutique de toutes les interactions, de faire le lien avec tous les médicaments. Informer la structure lors de rappel de l'eau ou de rupture de médicaments en lien avec le prescripteur pour pouvoir modifier la prescription, préparer le cas échéant la dose administrée et bien sûr préparer au vu de la prescription médicale. La PDA, donc elle peut être réalisée soit à l'officine ou à la PUI, à l'EHPAD ou d'ailleurs dans toute autre structure par le pharmacien. L'idée au regard de la prescription médicale. Donc, c'est une préparation nominative des médicaments en piliers et tout le hors pilier, tels que les sachets, les liquides ou les médicaments si besoin, les injectables bien entendu. L'identification des médicaments doit se faire jusqu'à l'administration, donc avec le nom princeps, le dosage, la DCI, le numéro de l'eau et la date limite d'utilisation. Et la structure doit garantir le contrôle qualité de cette PDA avant délivrance à la structure, avec vigilance, on en a parlé là aussi tout à l'heure dans le cas dans l'EHPAD, vigilance accrue sur les risques d'interruption de tâches. Slide suivante. Donc, concernant le stockage, alors on avait d'abord mis que c'était sous la responsabilité infirmière, mais pour les établissements qui n'ont pas de personnel soignant, on l'a supprimé d'une manière générale. Donc, cette salle de soins doit avoir un accès limité. Doit avoir un accès limité aux personnes habilitées. Ça ne doit pas être ouvert pour tout le monde, respecter des bonnes conditions de conservation, de stockage des médicaments et des dispositifs médicaux dans un endroit propre avec certaines règles. Voilà, on peut que vous conseiller, notamment par rapport aux chaleurs qu'il peut y avoir là en période estivale, donc faire attention à la température de ces pièces là également, sécuriser le stockage des stupéfiants et de l'oxygène, vérifier régulièrement la température du réfrigérateur. Donc là aussi, il doit y avoir une traçabilité journalière des températures, bien différencier dans le lieu de stockage les traitements nominatifs de la dotation pour besoins urgents, vérification de la préparation des doses administrées si celle-ci a été réalisée par l'officine ou par la PUI, étiqueter les flacons multidoses. Donc là aussi, ça fait partie des règles, identifier les multidoses au nom du patient, penser à bien inscrire la date d'ouverture et ou la date limite d'utilisation
et faire des vérifications régulières. Il y a des médicaments qui ont pu être arrêtés et qui peuvent encore traîner alors que les médicaments devraient être, du coup, je fais le lien avec la dernière, ramenés, du coup, tous les médicaments non utilisés doivent être ramenés à la pharmacie avec cette vérification régulière des péremptions. Donc là aussi, ça doit être protocolisé par rapport à la régularité et à la traçabilité de la réalisation. Le transport des médicaments, c'est aussi un acte, voilà, là aussi il peut y avoir des difficultés au niveau de cette étape. Ça doit être un contenant, les médicaments doivent être transportés dans un contenant scellé, opaque, alors nominatif, avec le respect des conditions de conservation des médicaments, notamment pour les médicaments thermosensibles, notamment en ces périodes de forte chaleur. Voilà, faire attention, il ne faut pas que ça reste trop longtemps dehors. Traçabilité, bien sûr, la réception sécurisée. Donc là aussi, avoir une organisation en lien avec la réception des médicaments dans la structure par des personnes habilitées et identifiées, donc en lien avec là où les pharmacies d'officine. Et organiser avec la pharmacie les différents modalités de livraison. Donc, il y a les livraisons qui peuvent être hebdomadaires en lien avec la préparation des doses administrées, mais il y a toutes les livraisons qui vont être en lien avec des prescriptions inhérentes, donc voir les délais et les modalités de modification des traitements pendant entre les périodes de livraison de la PDA. Suivante. Donc, en ce qui concerne alors l'administration, la collaboration pour l'aide à la prise, donc l'administration en elle-même, ça je pense que vous le savez tous, donc c'est un acte infirmier, et il peut y avoir la collaboration de personnel formé donc sur la responsabilité des infirmières, dans l'administration, même l'aide à la collaboration en lien avec l'aide à la prise. Là, une vigilance très très importante par rapport au risque d'interruption de tâches. C'est vrai que ça fait partie, c'est l'étape ultime avant l'administration. Donc et ça se passe souvent, hein, notamment le midi, il peut y avoir des erreurs d'identité-vigilance, etc. On se trompe parce qu'on est interrompu. Donc il y a vraiment une vigilance accrue sur cette étape-là, mais je pense que vous en êtes tous conscients. Donc application des règles d'identité-vigilance, on ne le dira jamais assez. Appliquer la règle des 5 B, donc bon patient, bon médicament, bonne dose, bonne voie d'administration, c'est important, et au bon moment. Identifier les médicaments jusqu'à l'administration. Donc, c'est à la dernière étape que l'on peut faire la vérification ultime avant que le médicament soit administré ou il y a de l'aide à la prise. Prise en compte de la dernière prescription actualisée. Donc là, on est sur vraiment ce lien support unique prescription-administration. Pour être sûr que qu'on a bien en visu la dernière actualisation des prescriptions, préparées de façon extemporanée, ou en tout cas on va dire dans les délais les plus proches de la prise. Tout ce qui est gouttes, le broyage aussi doit se faire s'il est autorisé au plus proche de l'administration. Tracer bien sûr cette administration ou cette non-administration sur ce support unique. Informer bien sûr le médecin si l'état de patient le nécessite et informer de la personne accompagnée sur son traitement et les éventuels changements de traitement, parce que lui aussi, la personne accompagnée est vraiment un acteur et a un rôle dans la prévention des erreurs médicamenteuses. Un petit focus sur tout ce qui est collaboration dans l'aide à la prise des médicaments. Donc, ça concerne les non injectables, bien sûr. Il y a vraiment un préalable, c'est la formation, sensibilisation des professionnels. Donc, ça peut être tous les professionnels dans le cadre des actes de la vie courante. Donc, que ce soit des professionnels, bien sûr, qui soient volontaires, avec un contrôle des connaissances et des compétences avant, de façon régulière et avant la première aide à la prise, réalisation de l'aide à la prise, avec partage des instructions nécessaires à l'aide à la prise, si un patient un peu particulier, et avec la demande de transmission des informations importantes sur la prise, la non-prise d'un médicament ou des difficultés rencontrées par rapport à l'aide à la prise ou à l'état de santé de la personne accompagnée. Vous avez également à gérer, on vous a renforcé sur le volet gestion des personnes autonomes.
Donc, c'est important que vous puissiez quand même vérifier cette autonomie et réévaluer régulièrement cette autonomie par rapport à la prise en charge médicamenteuse. La personne accompagnée peut être autonome dans beaucoup de domaines, mais il peut y avoir une dégradation sur son autonomie par rapport à certains médicaments. Et sensibiliser aussi aux risques liés à l'automédication. Là aussi, la famille, dans l'entourage où la personne accompagnée peut prendre de l'automédication, donc vraiment alerter sur ces risques-là. Il faut que la structure ait connaissance en lien avec, bien sûr, le médecin traitant de la personne accompagnée. Slide suivante. On voulait faire un focus, du coup, sur tout ce qui était continuité de prise en charge médicamenteuse. Yam, Parce que oui. On a juste rebranché le micro pour une petite intervention, parce que c'est vrai qu'il y a des questions qui portaient là-dessus. Je vous la relis. Voilà, ça porte sur qui est habilité en fait à administrer. Hein. Donc, de nombreux ESMS, notamment dans le secteur du handicap mental, sont concernés avec des distributions de médicaments sans pour autant avoir de professionnels médicaux. Hein. Donc, pas d'IDE, pas de médecin. Donc, la question de la personne, c'est est-ce qu'on est bien dans les clous avec des professionnels non médicaux qui distribuent tous les jours, des médicaments. Donc moi, si je comprends bien ce que vous avez dit, on peut être considéré comme dans les clous dès le moment où un personnel éducatif, par exemple, là vous avez cité les AMP, les aides médico-psychologiques, dès le moment où ces personnes ont reçu une formation sur ce que peut être la distribution de l'administration d'un médicament. C'est ça l'idée. Oui, et puis après, ça peut être travaillé aussi en lien avec les différents médicaments. L'idée, on discutait du lien entre formation, sensibilisation. C'est intéressant dans des structures. Il peut y avoir quand même quelques médicaments qui reviennent souvent. Donc peut-être aussi avoir une information sur ces médicaments, sur la façon dont ils sont pris, etc. Pour faciliter cette acquisition et cette aide à la prise. L'idée, c'est que le personnel, les accompagnants qui mènent des actes de la vie courante soient aussi le plus en confiance possible. Donc, l'idée, c'est de personnaliser aux risques liés aux médicaments pris, en tout cas, le plus souvent. Et s'il y a un médicament vraiment spécifique, qui reçoivent une formation, bien sûr, une formation sensibilisation dédiée aux risques de ce médicament. D'accord. Donc la formation, elle peut porter effectivement sur les médicaments les plus courants et ce que ça comporte, ce que ça suscite éventuellement comme effet indésirable, etc. Sur certains spécifiques qui comporteraient des risques et peut-être aussi sur cette notion de préparation extratemporanée. Donc ça juste pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire que ce sont des préparations qui sont faites si possible au moment de l'administrer. En théorie, en tout cas. En théorie, c'est on prépare et on administre. Sur le moment. Oui, logiquement, c'est ça. Voilà. C'est un peu compliqué en termes de timing et de disponibilité du personnel infirmier. Mais c'est vrai que dans l'idéal, notamment, je reprends ce que vous disiez sur les médicaments qu'il va falloir broyer ou sur les gouttes buvables. Si on le fait de manière trop éloignée du moment de l'administration, qu'est-ce qui garantit que le principe actif soit toujours actif? Il peut être dégradé, il peut devenir éventuellement toxique. Donc c'est pour ça qu'on préconise vraiment de le faire normalement au plus près de l'administration. C'est peut-être bien effectivement d'avoir des explications professionnelles sur le pourquoi, parce qu'on n'est pas tous conscients de ce que ça peut supposer. D'accord. Et je reviens un tout petit peu en arrière avec une autre question qui est habilité à retranscrire sur un support unique en l'absence d'un professionnel médical. Donc là, je pense qu'on était sur la prescription. Alors, j'avais déjà un petit peu amorcé le sujet en vous demandant si on était sur le dossier médical partagé. Là, vous disiez l'idéal, c'est que, en tout cas, quand on parle d'établissement, qu'il y ait une centralisation des prescriptions. Et donc, quid de la situation où il n'y a pas de personnel médical? Est-ce que vous avez une réponse? La retranscription, et ça on l'accorde de tous, elle est interdite. Donc personne ne peut retranscrire un médicament. C'est une prescription et ça, il faut arriver. On le sait que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça on essaie de trouver la meilleure des façons pour arriver avec l'accès à distance au logiciel, etc. Je pense que actuellement, c'est vrai que c'est une cible à atteindre, mais en tout cas, la retranscription en elle-même, bien entendu, la personne qui est habilitée à prescrire
c'est le médecin ou les professionnels qui sont voilà, habilités, mais on ne peut pas retranscrire. D'accord. On a un principe de centralisation et en même temps une retranscription interdite. Donc, la retranscription en elle-même, comme l'a dit Mariam, c'est interdit. Quand on parlait tout à l'heure de retranscription, par exemple, d'une prescription d'un spécialiste qui a été vu à l'extérieur de la structure, c'est en fait une represcription par un médecin, le médecin de la structure qui va en fait s'enquérir de la prescription de son confrère qui a donné un avis de spécialiste et il va en fait prescrire dans le logiciel simplement la prescription de son collègue de manière à pouvoir centraliser toutes les prescriptions et les avoir sur un support unique de prescription qui va permettre d'avoir la visibilité complète des prescriptions. Il s'agit, si vous voulez, plutôt d'une represcription que d'une retranscription. Ah oui, d'accord. Bon, donc, c'est vrai que si on employait le mot represcription, qui dit prescription dit automatiquement médecin ou sage-femme ou toute personne habilitée à prescrire. Ok, donc une nuance entre retranscription et prescription. D'accord. Bon. Voilà. Non, mais ça, on le sait que c'est une vraie difficulté de toute façon, enfin, dans certaines structures où il n'y a pas forcément de médecin coordonnateur, même si de toute façon, ça ne rentre pas normalement dans ses prérogatives, en tout cas pour l'instant. C'est une vraie difficulté, ça. Oui. Alors, on a une autre question qui ressemble un petit peu. Que faire quand le médecin traitant ne prescrit pas dans le logiciel? Problème de retranscription. Donc là, on est sur des... Ça veut dire qu'on a un deuxième support qui vient de l'extérieur. Ça fait des questions un peu sans réponse ou oui. La voie électronique est quand même. Alors, ce que vient de dire Myriam est très important et très intéressant. Je pense qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de logiciels qui offrent la possibilité à un prescripteur à distance de se connecter et de prescrire dans le logiciel de l'établissement. Donc ça, ça c'est un point important. Je pense que, alors, il y a maintenant beaucoup de logiciels. Je suis pas sûre que tous le permettent, mais je pense que beaucoup maintenant le permettent. C'est quand même un vrai besoin et ça a été vraiment identifié. Après, la difficulté, ça on le voit dans certains établissements, c'est que certains médecins traitants ont parfois du mal avec l'outil informatique et ils ne veulent pas prescrire dans le dossier. Là, ça pose des vrais problèmes parce que du coup, on se retrouve exactement dans la situation que vous décriviez tout à l'heure et qu'il faut proscrire le plus possible, c'est d'avoir du coup des prescriptions à un endroit et d'autres à d'autres endroits. Et donc ça complexifie tout au niveau de la prise en charge du patient et de l'administration de médicaments. Ok, alors, c'est un peu dans le détail, mais je vous l'ai dit quand même, les aides-soignants ont-ils le droit d'administrer des suppositoires ou des ovules gynécologiques? Alors là, on est dans le détail. C'est compliqué. Enfin, pour moi, l'aide à la prise doit rester cantonnée à des médicaments. Vous me complétez, hein, Myriam. Moi, c'est en termes de risque, c'est la notion que j'ai, c'est que normalement l'aide à la prise doit être cantonnée à l'administration de médicaments, l'administration simple de médicaments. Donc après, donc je ne suis pas sûre, mais c'est comme la problématique des gouttes. Ophtalmiques, voire même des gouttes buvables où normalement, ça ne relève pas de l'aide à la prise. Ok. La préparation, oui. La préparation elle-même ne relève pas de... Voilà. Donc après, est-ce que l'administration d'un suppositoire rentre dans ce champ-là? Je crois que rien n'est vraiment détaillé. Non, on n'a pas la liste à part les injectables, on n'a pas forcément, c'est ce qui est techniquement faisable mais d'une part, on investiguera aussi ce point-là, voir s'il y a d'autres retours d'expérience. C'est ça, ok. Toujours un peu dans le détail, mais bon, je présume que ça peut arriver. Au moment de la prise, plusieurs médicaments peuvent-ils être broyés ensemble? Y a-t-il un risque? Surtout pas. Surtout pas.
Alors, c'est clair. Là, c'est le cri du cœur. Non, mais comme le disait Véronique, il y a des risques en lien d'interaction entre ces médicaments, entre les différents principes actifs. Véronique parlait du médicament qu'on broyerait trop de temps à l'avance, il y aurait une potentielle dégradation de la substance active. C'est exactement la même chose avec des médicaments broyés. On l'a déjà vu dans des espèces, les escargots. Tout est broyé. C'est vrai que c'est facilitant. Tout est broyé et puis c'est propre. Voilà. Mais non, ça c'est en tout cas, c'est à éviter. Bien sûr, bien sûr. Parce que là, on ne sait pas du tout, au final, quel cocktail on administre aux résidents. Ah non, mais ça, là aussi, il faut en avoir la conscience. Je pense que, voilà, ce sont tous des éléments. Alors après, il y a évidemment la théorie et puis comment on fait en pratique, mais néanmoins, je pense que ce sont des éléments, quand on parlait tout à l'heure de formation, de sensibilisation des professionnels aux risques liés à la prise en charge médicamenteuse, voilà, c'est typiquement le genre d'information qu'on va porter à la connaissance des professionnels qui, comme ça, de prime abord, n'ont pas forcément la conscience. Et ça explique pourquoi il y a un certain nombre de règles, effectivement, qui sont édictées aujourd'hui. Ce n'est pas simplement une vue de l'esprit, c'est parce que derrière, il y a un impact pour le résident. Donc, ce que Véronique n'a pas dit, c'est qu'elle est aussi docteur en pharmacie. Donc, voilà. On a eu le cri du cœur de 2 pharmaciens en même temps. On ne broie pas 2 médicaments ensemble. Alors, j'ai des remarques sur la difficulté, effectivement, des médecins qui peuvent prescrire à distance, avec un logiciel ou pas de logiciel, etc. Bon, il y a ce qui est techniquement possible et puis il y a ce qui est acceptable et accepté par les différents professionnels. Et là, c'est difficile de vous conseiller ou donner un avis là-dessus. Alors, une autre question assez précise aussi. Comment procéder quand on est sur une administration de sonde gastrotomie? Point d'interrogation, nous mélangeons tout dans le verre et tout est envoyé par la sonde, via la sonde. Oui, alors. Mais là, c'est une vraie problématique. De toute façon, l'administration des médicaments par les sondes, c'est compliqué. C'est là où il faut travailler en amont, je pense, tous les protocoles d'administration. Myriam, vous parlez tout à l'heure de formalisation d'un certain nombre de protocoles. Je pense que clairement, pour tous ces gestes très, très techniques, ça ne s'improvise pas et il y a des bonnes pratiques pour le coup. Et on ne va pas rentrer dans le détail là maintenant, il est déjà 14h22, on n'est pas arrivé au bout de la... Mais non, mais c'est une très très bonne question et je pense que voilà, tout cela, ça doit passer par une formalisation, une recherche de recommandations, une formalisation des pratiques, voire une formation. Encore une fois, je pense qu'on va beaucoup parler de formation, de sensibilisation, mais je pense que c'est extrêmement important, d'autant plus sur ces gestes très techniques. Ok. Mais je propose d'avancer parce que le temps file. Hop, si ma souris veut bien, voilà, fonctionner. Hop, voilà. Oui, on voulait vous faire un point sur un élément qui nous paraissait très important, tout ce qui était lié à la continuité du coup de la prise en charge médicamenteuse, à toutes les ruptures. Et c'est vrai que pour des personnes accompagnées qui peuvent rentrer, passer, être présentes de façon très très longue dans vos structures, aux différentes étapes, essayer de prévenir et anticiper tous les risques de rupture, puisque c'est logique qu'il y ait des ruptures dans le parcours. Des ruptures de lieux de prise en charge, où la rupture, ça peut être aussi entendu dans le cadre d'une consultation, d'un aller-retour avec des traitements qui peuvent être modifiés. Donc, essayer de prévenir, en tout cas, avoir là aussi conscience et essayer d'avoir protocoliser par rapport à tous ces risques et de formaliser en termes de gestion des commentaires et après, bien sûr, dans la pratique courante, cette continuité de traitement. Donc, à l'admission dans votre structure, avoir la connaissance, mais ça, je sais que vous le faites très bien, de tous les traitements qui sont prescrits, pris par la personne accompagnée, également interrogés sur toute l'automédication. Réévaluer, c'est vrai que l'entrée, il y a aussi une opportunité à l'admission ou un petit peu à distance de réévaluer l'intégralité des traitements et bien sûr informer l'entourage. Je parlais aussi des risques d'automédication par l'entourage ou par le patient lui-même lorsque vous prenez en charge la personne accompagnée. Donc ça, c'était à l'admission. Lors de toute hospitalisation ou consultation,
donc hospitalisation, qu'elle soit programmée ou en urgence, arriver à transmettre l'ensemble des prescriptions en cours et surtout au retour, arriver à prendre en compte les modifications de traitement, en tout cas le plus rapidement possible après le retour de la personne accompagnée dans l'établissement. Si le traitement est à prendre sans délai, on peut dans ces cas-là soit utiliser la dotation pour besoins urgents, ou en tout cas demander à la pharmacie selon les modalités que vous avez pu définir. Donc c'est important voilà d'anticiper ce type de situation pour que le médicament, je pense notamment à certains antibiotiques, etc., qui doivent être pris le plus rapidement possible, de s'assurer que les modalités de livraison, d'approvisionnement sont compatibles avec ces délais. Enfin, l'autre point, c'est l'ordre de séjour ou de prise en charge en séquencé ou aussi lors de retour dans la famille des personnes accompagnées, transmettre la fiche de liaison d'urgence DLU en EHPAD et s'assurer de la bonne compréhension et lors du retour, partager toutes les informations nécessaires en lien avec la prise en charge médicamenteuse, la transmission des ordonnances. Lors d'un séjour, il peut y avoir aussi d'autres prescriptions, des modifications de traitement, signaler tout événement inhabituel, non prise de médicaments, automédication ou tout changement, bien sûr, de l'état de la personne accompagnée. Alors, je profite juste de cette diapo juste pour vous dire que vous allez recevoir dans les suites du webinaire un petit questionnaire. On va vous demander, s'il vous plaît, sur ce sujet-là, de répondre, si vous pouvez, à un tout petit questionnaire, une petite enquête, parce qu'on souhaiterait travailler pour la prochaine semaine sécurité patient du mois de novembre entre plusieurs SRA, à savoir Orax, donc qui est la SRA qui est sur les Antilles, l'Omédite et nous, on souhaitait travailler sur ce sujet, donc travailler peut-être, valoriser certains retours d'expérience si vous avez pu mettre en place des choses justement intéressantes autour de ce sujet pour réduire ce risque de discontinuité, ou alors essayer de vous proposer peut-être un outil qui pourrait vous aider. Donc voilà, juste pour vous informer que ne vous étonnez pas, on va vous solliciter pour une petite enquête très courte en suivant. Alors, juste une petite diapo de conclusion. Vous avez bien compris les différents chapeaux, l'engagement, mais si vous êtes présent, c'est que vous êtes conscient et vous êtes déjà engagé dans la sécurisation du circuit du médicament. Arriver à, bien sûr, écrire cette politique, en tout cas cette politique de gestion des risques liés aux médicaments, former les professionnels selon les besoins aux risques principaux, à l'aide à la prise, etc., formaliser l'organisation, le qui fait quoi, comment, à quelle périodicité, c'est important. Sécuriser, arriver à sécuriser, en tout cas, sécuriser le circuit du médicament. Vous allez être aidé par une analyse des risques, en tout cas, travailler sur les risques potentiels en amont. Arriver, c'était pas le sujet du webinaire, mais arriver à travailler sur le signalement et tout ce qui est détection et prévention des erreurs médicamenteuses pour essayer d'améliorer en continu la sécurisation du circuit du médicament. Ça ne fera qu'implémenter et qu'accroître, bien sûr, la culture de sécurité de tous les professionnels. J'ai parlé de la politique du médicament. Toute politique, il y a un programme d'action qui est sous-tendu, qualité, sécurité des produits de santé, enrichi et réévalué de façon périodique. Tous ces éléments vont contribuer, bien sûr, à votre évaluation, à votre future évaluation. On vous a mis quelques outils. Alors, il y a un travail qui a été élaboré, c'est la FORAP qui, dans le cadre, qui a travaillé aussi bien sur la nouvelle certification que sur la nouvelle évaluation des établissements médico-sociaux. Et lorsqu'il y a du médicament, la FORAP donc associe le réseau des Omédites, le réseau Médit, et donc on a formalisé une fiche mémo justement sur ce critère impératif qui va vous guider sur les points clés de la sécurisation de la prise en charge médicamenteuse. Je sais, les Omédites proposent beaucoup d'outils et on a élaboré, alors normalement il y a un lien cliquable, on a essayé de recenser tous les outils de tous les Omédites sur tous les critères de certification. Avec des liens qui sont actualisés de façon régulière. Donc, vous avez une mine d'or d'outils pour vous aider.
Et là, on a remis quelques outils très importants, la liste des médicaments écrasables de l'Omedit Normandie en lien avec la SFPC, qui est là aussi actualisé, enrichi, un énorme travail qui est réalisé, un e-learning sur tout ce qui est administration, voilà, quelques éléments qui nous paraissaient importants. Et ensuite, il y a le REVA, un réseau régional d'évaluation de vigilance et d'appui de Nouvelle-Aquitaine, auquel contribue le CK et l'Omedit. On avait élaboré différentes fiches pratiques sur tout ce qui était signalement, comment signaler des événements indésirables, notamment liés aux médicaments, et l'aide à l'élaboration d'une charte de confiance. Là, c'est une mine d'or, hein, vraiment d'informations. Je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller explorer tout ça, hein. Il y a plein de choses. Donc, voilà. Donc là, dans ce tableau, effectivement, l'intérêt, c'est que on recoupe ce qui est de l'ordre du référentiel avec ce qui est de l'ordre des conseils que vous procure le réseau Omedit, c'est-à-dire l'ensemble des Omedit, hein, c'est vraiment des professionnels qui sont là pour vous et pour vous aider. Donc, n'hésitez pas. Ça rejoint une question qui est posée là. Est-ce que vous auriez un exemple de politique formalisée, ou de stratégie autour du médicament qui serait exemplaire entre guillemets? Alors, ma réponse en première intention, c'est de dire il n'y a pas de politique ou de stratégie exemplaire, puisque c'est par définition très dépendant du public qu'on accueille et du type de structure. Sachant que cette notion de stratégie au niveau d'une structure, elle n'était peut-être pas demandée jusqu'à présent de façon formelle, donc on n'a pas non plus beaucoup de recul, si tant est qu'on arrive à en trouver. Voilà, ben c'est un petit peu ce qui est demandé là aussi. Mais oui, de procédure, de toute façon, voilà, on a essayé enfin voilà, on a recensé là dans les 2 diapos qui vont suivre toutes vos questions. Donc c'est un champ extrêmement vaste et nous avons déjà dépassé le temps d'1 minute. Donc on va essayer très rapidement de vous apporter quelques infos pour conclure sur ce webinaire. Donc effectivement, là, la question que tu viens de nous poser, Martine, je pense rejoint aussi comment décliner une procédure en circuit du médicament efficace. Voilà, je pense qu'en respectant tout ce qu'on vient de vous dire, toutes les informations qu'on vient de... Voilà. Et chaque étape est décrite en interne et que l'information arrive bien aux professionnels concernés à chaque fois. Je pense que vraiment, voilà, il faut essayer de vous approprier ces différentes étapes en fonction de vos organisations, en fonction de vos professionnels, en veillant à les former. Je pense que là, déjà, on est pas mal. Et après, vous avez un certain nombre d'outils pour évaluer vos pratiques. Je pense qu'on est dans exactement ce que je viens de vous décliner sur la diapo précédente, 2 diapos, Myriam, à savoir qu'on est vraiment dans un cercle, vous connaissez la route des lignes, le cercle vertueux d'amélioration des pratiques, on est exactement là-dessus, c'est-à-dire qu'à un moment, on se pose, on écrit ce qu'on fait, ensuite on va évaluer, on identifie les actions d'amélioration, qu'on remet en œuvre, etc. etc. Donc voilà. La gestion des médicaments, si besoin, Myriam, vous l'avez évoqué tout à l'heure. On va essayer d'avancer par revenir dessus peut-être. Règles à respecter à chaque étape. Donc là aussi, on en a parlé. La convention, vous l'avez évoqué tout à l'heure, en disant qu'il n'y a malheureusement pas encore de convention type, ce qui est bien dommage, mais pour l'instant, ça n'existe pas. En EHPAD, qui peut distribuer les médicaments aide à la prise, on vient d'en parler. AS, oui. ASH, à ma connaissance, non. En tout cas, elles n'étaient pas dans la liste qu'on a listée tout à l'heure. Je pense qu'il faut être vigilant. Ça ne fait pas partie, normalement, de leur rôle. Ouais. Enfin, si on était un petit peu au personnel éducatif, l'idée, c'est que si les professionnels sont sensibilisés, formés... Alors, les ASH, moi, j'aurais plus... je ne sais pas ce que vous en pensez, Myriam et moi. Si. Oui. Moi, je pense que non. Enfin, voilà, elles n'ont pas la formation des aides-soignantes, des agents de service hospitalier. C'est vrai que parfois même, on ne va pas venir sur le terrain de l'aide à la prise des repas aussi, mais voilà, vigilance. Vigilance sur cette catégorie de professionnels. Traçabilité, responsabilité infirmière, on l'a évoqué déjà tout à l'heure, là aussi c'est extrêmement important. Il y a une histoire de délégation de tâches, de responsabilité infirmière. Si effectivement on est sur de l'aide à la prise, ces professionnels travaillent en collaboration avec les infirmières
donc extrêmement important. La meilleure pédagogie pour que les AS, que les ANP soient rigoureux dans la distribution des traitements. Je pense que ça va passer par la formation, on l'a beaucoup dit. La formation, c'est de la sensibilisation, la connaissance du risque. Je pense qu'encore une fois, il y a une méconnaissance. Oui, oui. On ne voit que l'acte, entre guillemets, de donner les médicaments. Et bien sûr, bien sûr. Donc, je pense que ça passe aussi par cet apprentissage des risques liés aux catégories de médicaments, notamment qui sont les plus donnés. Ça, je pense que c'est un point important qu'a évoqué Myriam tout à l'heure. Je pense qu'au lieu d'être très généraliste en fonction des établissements, souvent, on est toujours un petit peu sur les mêmes catégories de médicaments. Donc, commençons déjà par former, sensibiliser autour de celles-ci. Et du coup, je pense qu'il y aura une meilleure perception du risque et peut-être des précautions plus adaptées de la part des professionnels. La place du circuit des médicaments dans la procédure de transfert. Ouais. Ah, alors, petit focus là-dessus, effectivement, donc les transferts étant entendus comme les voyages, hein, les sorties d'établissement de plus de 48 heures. Donc, j'ai été m'assurer que on avait bien la bonne réglementation et de fait, quand vous organisez donc une sortie, un voyage qui dure plus de 48 heures, donc on appelle ça un transfert, vous avez un certain nombre de points à vérifier, dont le lieu d'hébergement, avec les conditions d'accueil, notamment sécurité, etc. Mais il appartient aussi à la direction de s'assurer qu'au niveau médicaments, les personnes sont nommées avec les bonnes responsabilités. Et donc sur le transport et effectivement la délivrance, l'aide à la prise, etc. Donc c'est bien nommé comme un des points à aborder quand vous organisez ce genre de sortie. Ouais. Et donc sur cette diapo, plein de questions relatives au circuit du médicament en établissement non médicalisé. Donc on a déjà commencé à en apporter certaines questions tout au long du déroulé de cette présentation. On n'a malheureusement pas le temps de rentrer dans les détails. Je pense que ça nécessiterait en soi une journée entière pour essayer de voir de manière pratico-pratique peut-être ce qu'on peut vous recommander parce qu'on a bien cherché dans les textes et malheureusement, là je me tourne vers Myriam effectivement, mais on n'a pas de recommandations officielles ou très peu sur ce sujet. On a des grands principes. Ouais. Donc, oui, non, ça fera partie des sujets que voilà qu'on retravaillera, je pense, dans un second temps. C'est ça. Ok. Si Myriam, vous avez la possibilité, parce que ça nous est demandé par 2 personnes, de nous donner le lien vers le tableau récapitulatif des outils. Est-ce qu'éventuellement, si vous pouviez taper dans le... Je peux le mettre dans le chat. Oui, si vous voulez bien. Voilà, donc ça, je pense que ce serait du grand aide. Sinon, il y avait une question à laquelle on n'a pas répondu sur les stupéfiants. Je pense que ça fait partie d'une catégorie, on va dire, particulière, voilà, par des aides-soignants. Donc, c'est le même principe, sous la responsabilité des IDE. Mais là aussi, tu dis peut-être avec un protocole particulier. On aime pas bien la gestion des stupéfiants. C'est vrai que c'est une classe médicamenteuse très particulière. Donc protocole aussi un petit peu comme tout à l'heure, tout ce qui est envoyé par sonde ou là je pense que c'est une gestion très particulière. De toute façon l'approvisionnement, enfin le circuit là, je parle vraiment sous le contrôle de Myriam ou même je vous passe la parole parce que c'est vous l'expert médicament aujourd'hui concernant les stupéfiants. Alors, j'étais en train de chercher le lien, désolée. Ah, pardon. Non, c'était simplement de dire est-ce qu'une aide-soignante peut administrer un médicament stupéfiant? Alors, voilà, ça fait partie en théorie. Non, après, je sais que certains, voilà, l'Omédite Normandie notamment, dans certains cas très particuliers, notamment la nuit. Voilà. Par contre, c'est d'une part dans des conditions très complexes, très limitées. Et je sais, mais là, il y a, voilà, c'est de la pratique, donc on peut rien en tout cas préconiser, mais en tout cas, ça a été fait la nuit dans des situations et de façon très protocolisée parce que derrière, il y a quand même la continuité de traitement aussi. On ne peut pas laisser une personne accompagnée souffrir. Donc, il n'y a rien de réglementaire. D'accord. En tout cas, mais néanmoins, voilà, c'est une catégorie de médicaments à haut risque soumise à... oui.
voilà, de grosses mesures de sécurisation. Donc voilà, donc c'est vigilance. Vigilance et formalisation des pratiques, si besoin. D'accord. Moi, j'avais envie de conclure un petit peu. Je pense qu'on va être obligé d'en arriver là, parce qu'on a déjà bien dépassé le temps imparti. Donc peut-être, oui, vas-y. Si oui. Les 3 points de vigilance qu'on avait envie de mettre en avant à l'issue, c'était au niveau de l'usager, bien penser à l'évaluation de l'autonomie, si vous pensez que c'est quelque chose qui va dans le sens de l'autodécision, etc. Donc on l'évalue sur le plan cognitif et physique au niveau de la déglutition. Cette évaluation doit être tracée dans le projet individuel, bien entendu, et revu à une périodicité. Alors là, on ne va pas vous donner de conseils sur quelque chose de précis, mais c'est fonction de votre population, et puis évidemment de l'évolution de la personne en particulier. Donc, niveau d'usager, évaluation d'autonomie, tracé et revue. Au niveau des professionnels, on vous l'a assez dit, l'idée c'est d'être sensibilisé aux risques médicamenteux en général, à ceux qui sont les plus couramment délivrés au sein de votre structure, et avec un focus sur certains qui seraient spécifiques et qui comporteraient des risques spécifiques, on les a cités, notamment les proleptiques. Et en troisième, donc ça c'est au niveau des professionnels, avec un point d'attention, donc les professionnels doivent être formés, et ce qui est aussi demandé, c'est que la compétence soit validée. Et là, on vous a dit, on pense que l'échelon IDEC est requis, dans le sens où ça peut être, j'allais dire, un petit peu gênant au niveau de la hiérarchie, etc., qu'une IDE délivre une compétence ou reconnaisse une compétence à des collaboratrices directes. Mais ça, j'allais dire, il n'y a rien non plus de formalisé. Et puis, troisième niveau institutionnel, donc on vous l'a aussi dit, il s'agit que vous vous dotiez d'une stratégie et donc de définir les rôles. Voilà, qui évalue, qui forme, qui reconnaît cette compétence, qui sensibilise, et bien revoir ce circuit du plan éclair du numérique dans l'idée de centraliser et de vérifier qu'on a bien toutes les infos avant d'administrer. Voilà. Très bien. Donc je pense que Myriam a pu. Je ne sais pas si vous avez pu mettre. Non, j'ai un souci, mais on le mettra de toute manière sur. Et là, j'ai vu que c'était pas sur notre site, donc on le rajoutera sur cet outil et c'est une vraie richesse. Donc sur notre site que je vous invite d'ailleurs à consulter, il y a une page dédiée du coup médico-social avec les outils de la FORAP, et je pense qu'on refera un lien d'ailleurs vers le replay de ce webinaire. Okay. Non, mais je pense qu'effectivement, avec tous les participants, il ne faut vraiment pas hésiter à aller sur nos sites, que ce soit le CK, que ce soit l'Omedit. Il y a plein de ressources qui sont à votre disposition. Je pense qu'il faut vraiment que vous ayez ce réflexe de manière régulière d'aller sur nos sites respectifs pour aller chercher des informations, des outils, des ressources. C'est extrêmement important. On va être obligé de conclure parce que là, on a bien dépassé le temps imparti. À la fin de ce diaporama, où on vous a remis quelques infos propres à l'organisation du CK, à savoir notre prochaine formation régionale dédiée au médico-social sur les événements indésirables en ESSMS. Donc là aussi, on l'a évoqué, comment les recueillir, comment les traiter, les analyser. La prochaine session aura lieu à Angoulême. Et puis, évidemment, le site du CK où vous pouvez trouver nos ressources, et les prochaines thématiques des comptoirs qualité qui seront proposées après la rentrée de septembre par le CK. Écoutez, il ne nous reste qu'à vous remercier. Vous avez été très nombreux à participer à ce webinaire. C'était vraiment très bien. Merci beaucoup. Nombreuses questions. J'espère pas trop de frustration parce qu'on n'a pas pu répondre à tous. On a essayé de balayer large, mais on n'avait qu'1 heure et on est 1h15 là et on est obligé de conclure. En tout cas, encore une fois, merci beaucoup et surtout n'hésitez pas, à nous solliciter, à regarder nos sites respectifs à l'Omedit et au CK si vous avez d'autres questions. Et merci encore une fois, merci beaucoup à Myriam d'avoir accepté de co-animer avec nous ce webinaire en lien avec une thématique, on le sait, qui vous est très chère. Merci beaucoup. Oui, et une dernière date.
qui n'apparaît pas là, Oui. le jour après le 21, donc le 23 Tu as novembre. raison, on aurait pu mettre celle-ci de date. L'ICK est le chef d'orchestre d'une journée régionale autour de l'évaluation en ESSMS. Donc, c'est ouvert à tout le monde. Il y a plus de 200 places dans l'amphi du Crédit Agricole à Angoulême. Donc, vous êtes tous les bienvenus, spécialement si vous êtes concernés par une visite d'évaluation relativement prochainement. On organisera surtout des témoignages sur comment se préparer, comment on vit la visite sur le moment et qu'est-ce qu'on fait des résultats et comment on exploite tout ça a posteriori. On va rajouter une diapo spécifique pour indiquer tous ces renseignements sur le support, donc qui, comme le replay, sera à votre disposition sur nos sites, à la fois celui du CK et on va faire le lien vers, évidemment, aussi sur le site de l'OMEDIT. Merci à tous, merci encore Myriam et puis bon après-midi, à bientôt. Merci à vous. Au revoir. Merci. Au revoir.